Est-ce la fin de l'immobilier de rente? Est-ce la fin de l'immobilier de cash flow? Bon, tout d'abord un petit peu de sémantique parce que pour rien vous cacher, le mot cash flow, j'en ai jamais été extrêmement fan. D'un point de vue strictement littéral, ça veut dire flux de trésorerie. Et si on voulait rester dans les anglicismes, on dirait plutôt de l'income. Mais bon, bref, c'est un terme qui est devenu tellement répandu grâce à Robert Kiyosaki qu'au final, je dis cash flow parce que au moins tout le monde me comprend. Mais vous aurez compris que je ne suis pas très fan de ce mot-là. Parenthèse fermée. Vous avez certainement dû le remarquer pour ceux qui suivent mes vidéos ou pour ceux qui suivent l'actualité de l'immobilier, on a de plus en plus de menaces qui arrivent sur tous les marchés de rente en France, notamment via beaucoup de mécanismes qui sont principalement étatiques et qui sont pour d'autres conjoncturels. D'un point de vue étatique, bien évidemment, on va avoir une fiscalité qui a une sale tendance à augmenter. Tout d'abord, je tiens à préciser que la CSG-CRDS n'a pas été retouchée depuis un sacré bout de temps et qu'il parle en ce moment éventuellement de rehausser cet impôt qui est à l'heure actuelle à 17,2. Donc, lors de vos investissements immobiliers, pensez bien que cet impôt a de fortes chances d'augmenter dans les années qui vont arriver. Par conséquent, cet impôt va venir mettre à mal, bien évidemment, la rentabilité de vos investissements et va venir mettre à mal vos loyers. Un autre point en ce qui concerne la fiscalité, bien évidemment, c'est le LMNP qui est atrocement attaqué pour de multiples raisons et on reviendra un petit peu plus tard sur toutes ces raisons-là. Mais le LMNP est attaqué et beaucoup de sénateurs ou de députés ou d'élus locaux se plaignent tout simplement que l'avantage fiscal est trop fort, que l'abattement à 50% est injuste par rapport aux revenus fonciers. On est d'un côté à 50% pour le LMNP, donc à savoir les locations meublées, et de l'autre côté à 30% pour les locations nues. Et il y a de fortes chances que ces 50 et ces 30 passent à 40-40. C'est ce qui est en train un petit peu d'être débattu. Tout simplement favoriser un petit peu la fiscalité des revenus en nu, sachant qu'on augmente la CSG-CRDS bien évidemment, et un petit peu sanctionner l'abattement sur les revenus meublés. Il y a aussi effectivement cet abattement de 71% qu'il y a pour les meublés classés. Je pense que ça, honnêtement, s'ils vont au bout de leur idée, ils vont le faire sauter également. Donc attention à toutes les personnes qui ont choisi l'abattement, parce que votre fiscalité pourrait fortement augmenter, notamment si vous avez fait du Airbnb ou si vous faites de la location meublée de manière un peu massive. Sachez que votre fiscalité va augmenter, peut-être pas cette année, mais je pense fortement l'année prochaine. Et aussi et surtout, bien évidemment, et on en a déjà parlé sur cette chaîne, l'inflation en France, elle est à 5% pour tout, y compris pour les taxes foncières qui augmenteront de manière globale, un petit peu pour tout le monde, selon différents calculs, à 7% pour à peu près tout le monde. Donc évidemment que ceux qui tablent sur de la rente vont voir leur rente grignoter du fait de cette taxe foncière. Et attention parce que dans certaines communes, on parle d'augmentation de 25 et ça va même jusqu'à plus de 60%. Donc évidemment, s'il y a de la rente, s'il y a du cash flow, à ce compte-là, c'est évidemment votre bénéfice qui va venir solder cette différence. Donc comprenez bien qu'il sera beaucoup plus difficile d'être rentier simplement du fait que la fiscalité augmente. Alors, les solutions qu'on peut avoir par rapport à tout ça, notamment pour la CSG-CRDS, écoutez, si vous en avez la possibilité, pourquoi pas essayer de songer à une SCI à l'IS. Dès que vous allez passer à l'impôt sur les sociétés, vous allez limiter votre fiscalité sur tout ce qui va attrait au flux de revenus. Par contre, attention à la sortie, parce que l'imposition sur la plus-value, ce n'est pas la même chose. Mais ça, c'est encore un autre sujet, c'est un autre débat, ce sera aussi l'objet d'une vidéo complète. Mais effectivement, revendre à une SCI dont vous êtes actionnaire principal, ça peut être vraiment une bonne idée pour limiter un petit peu la fiscalité. En ce qui concerne la taxe foncière, de toute façon, on va se la manger, il n'y a rien à faire. Mais comprenez bien que si vous vous positionnez sur une opération et qu'on vous vend une taxe foncière d'un certain montant, notamment celles qui sont arrivées en 2022, comprenez bien que ce ne sera pas ce montant-là sur les années suivantes, établi sur une augmentation moyenne de 7%. Dans beaucoup de communes, ce sera bien plus que ça. Alors évidemment, quand on parle d'immobilier de rente, on parle bien évidemment de location courte durée et on parle également de colocation. Vous n'êtes pas sans savoir que la location courte durée, les Airbnb, sont également extrêmement attaqués et que depuis peu, certaines communes auront la possibilité d'imposer un DPE pour les secteurs qui sont en zone tendue ou en zone touristique. Tout ça pour lutter contre l'attrition des logements. Donc il est clair, net et évident que la location courte durée est clairement dans le collimateur de l'État. J'entends beaucoup de personnes qui me disent « c'est pas grave ». Attention, si un État veut vous fumer votre business, il vous fume votre business. Et ce n'est pas quelques propriétaires mécontents qui vont lui faire peur. Car encore une fois, les propriétaires bailleurs, ce sont les grands méchants, ce sont les vaches à lait.
Donc on est vraiment des cibles absolument parfaites en ce qui concerne les taxes ou les personnes à cibler. Donc la location courte durée est déjà compliquée dans beaucoup de grosses villes. Je pense notamment à Nice, où j'avais vu une interview d'une personne qui effectivement avait complètement arrêté parce que tout simplement c'était devenu invivable, notamment avec la surface de compensation. Mais si vous tablez sur une location courte durée en zone tendue, comprenez bien que vous allez avoir de grosses déconvenues. Idem, les colocations étaient aussi un mode d'exploitation qui était extrêmement en vogue durant des années. Et effectivement, vous n'avez pas de bail de courte durée lorsque vous faites de la colocation. Mais par contre, dans beaucoup de grosses villes, et c'est bien là qu'on en arrive, on a un plafonnement des loyers qui va venir encadrer aussi les prix maximum que l'on peut louer au prix au mètre carré. Et donc une colocation en général va venir faire péter ces plafonds et par conséquent, vous pouvez louer votre mètre carré trop cher par rapport au plafond que les mairies ont imposé. Et à ce compte-là, vous pouvez vraiment vous faire retoquer. Et si vous voulez rester dans la loi et que par exemple vous avez une mensualité de 1000 €, que grâce à votre colocation vous générez 1600 € de loyer et que en réalité ce bien il vaut que 800 €, vous passez donc d'un cash flow de 600 € à un déficit de 200 € par mois sans les charges. Alors évidemment, on peut supposer que dans les grosses villes, on va peut-être avoir un immobilier qui baisse un petit peu moins, mais là c'est vraiment à vous de voir. Pour ceux qui pensent qu'on va vraiment trop morfler et que pour l'instant on a encore un immobilier qui est assez haut, ma foi, un arbitrage peut vraiment être pensé. Et pour ceux qui pensent que leur immobilier va prendre de la valeur, ce qui est possible aussi, après tout on n'a pas de boule de cristal et on ne peut pas savoir ce qui va se passer sur le court, moyen et long terme, mais si vous aviez une vision long terme, il s'agit donc de pouvoir survivre à la dette. Par conséquent, un remboursement anticipé de capital partiel peut être intelligent dans la mesure où vous voulez conserver votre bien. Et pour ceux qui veulent se positionner et jouer vraiment sur la valeur intrinsèque des biens, à ce compte-là, un apport n'a rien de débile lorsqu'on veut faire de l'investissement immobilier. Pendant des années, c'était quelque chose, on avait l'impression, qui était carrément une hérésie, mais comprenez bien qu'en réalité, un apport, d'un point de vue historique, c'est la norme. Donc pour ceux qui tablent sur une hausse à long terme, évidemment, il peut être judicieux d'aller se positionner, même avec un apport, pour faire réduire au maximum ses mensualités et pouvoir survivre mieux à son investissement immobilier. Parce qu'honnêtement, il n'y a rien de pire que le cash flow négatif. Évidemment, on a parlé de la location courte durée et du fameux DPE qui peut être imposé. Donc peut-être que ça peut être votre cas d'avoir un appartement qui est mal noté avec ce nouveau DPE qui date de juillet 2021. Et par conséquent, vous allez être frappé d'une interdiction de louer parce que tout simplement votre logement est considéré comme indécent parce qu'il est classé soit Super G, c'est déjà le cas aujourd'hui, soit parce qu'il est classé G, auquel cas en 2025 vous sortez, soit parce qu'il est classé F, auquel cas en 2028 vous sortez également. Donc évidemment, si vous êtes dans un de ces cas-là, sachez que de toute façon votre immobilier a déjà baissé. Mais vous pouvez vous dire, comme dans l'autre cas, écoutez, moi sur le long terme, je pense que ce quartier va s'améliorer, que cette ville va s'améliorer, et auquel cas vous pouvez avoir le projet, par exemple, de faire les travaux. Et attention aussi sur les travaux, parce que l'État table aussi sur une augmentation de la TVA de 10 à 20%. Vous ne le savez peut-être pas, peut-être que vous le savez, peu importe, je vais le répéter. Lorsque vous faites faire des travaux par des artisans, ces artisans vont donc vous générer une facture. Sur cette facture, en général, il y a une TVA à 10. Et bien cette TVA à 10 pourrait très probablement passer à une TVA à 20 d'ici quelques mois. Donc d'un côté, on vous oblige à faire des travaux et de l'autre, évidemment, on va faire en sorte que ces travaux soient de plus en plus chers. En plus, bien évidemment, on reste sur des prix de matériaux qui restent quand même très très élevés, une main-d'œuvre qui est quand même difficile à trouver. Par conséquent, une main-d'œuvre difficile à trouver, c'est une main-d'œuvre qui coûte cher. Bref, les travaux de manière générale continuent à augmenter. Donc là, c'est vraiment à vous de voir. Si effectivement vous êtes coincé par un DPE et vous n'avez pas envie de vous embêter avec ça, vendez au plus vite. On a encore aujourd'hui un marché qui est relativement haut, même si là vous allez forcément subir une petite décote. Et si vous tablez sur le fait qu'il y a une possibilité que votre immobilier prenne de la valeur vraiment de manière conséquente et que cette valeur sera supérieure au montant des travaux que vous allez mettre, à ce compte-là, mettez les travaux. Si vous avez les sous, mettez-les directement en apport. Et sinon, tout simplement, réhypothéquez votre bien. Et c'est de faire en sorte que votre dette soit inférieure à votre loyer. Un loyer qui sera normalement plus élevé puisque vous avez fait des travaux. À moins, bien sûr, que vous soyez dans une zone en plafonnement de loyer. Auquel cas, effectivement, là, je ne peux pas faire grand-chose pour vous. Donc ça, c'était un petit peu pour tout ce qui était étatique. Et maintenant, il y a aussi l'aspect conjoncturel. Donc on sait qu'on a un HCSF, Haut Conseil de la stabilité financière, qui n'a pas spécialement changé ses règles, mais qui les a un petit peu assouplis par rapport aux primo-accédants. On avait des durées d'emprunt qui étaient pour les investisseurs qui pouvaient aller jusqu'à 25-30 ans. Aujourd'hui, honnêtement, si vous rentrez en banque, je vous garantis que faire un investissement immobilier au-delà d'une période de 20 ans, aujourd'hui c'est vraiment très très compliqué. Honnêtement, moi ça me gêne pas trop parce que si un investissement n'arrive pas à être rentable sur 20 ans, honnêtement ça veut dire que ça vaut pas vraiment le coup. Mais j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui ont bien sûr fait de l'investissement sur du 25 ans, voire même plus pour ceux qui ont acheté dans du neuf, et qui aujourd'hui, si vous les revendent, se retrouveraient avec des potentiels acquéreurs qui ne peuvent que financer sur 20 ans
et qui n'empruntent plus à des taux à 1% comme c'était le cas pour eux, mais qui empruntent à des taux à 5%. Donc ça veut dire que ces mêmes acquéreurs ont perdu mathématiquement et potentiellement entre 25 et 30% de pouvoir d'achat. Je m'explique, je vais imager tout ça, ce sera peut-être plus simple pour que vous puissiez comprendre. Si vous faites une levée de fonds intégrale, vous empruntez l'intégralité de 100 000 euros à 1%, ou si vous empruntez l'intégralité de 70 000 à 5%, la mensualité que vous allez payer sera exactement la même. Donc c'est là que vous comprenez qu'on a une vraie désolvabilisation des acquéreurs. Et c'est bien ça qui tique et c'est bien ça qui, en ce moment, fait qu'on a un volume de transactions qui s'effondre parce que tout simplement, la plupart des vendeurs n'ont pas encore compris que le prix avait entre guillemets structurellement baissé par la hausse des taux. Et dans l'investissement immobilier, c'était encore plus vrai puisque on pouvait encore emprunter sur 25 ans et encore de ça pas longtemps. Aujourd'hui, honnêtement, sur 20 ans, c'est déjà compliqué. Très sincèrement, la plupart des cas et sur les biens que je vois et que j'accompagne, honnêtement, c'est plutôt même sur 15 ans que les banques acceptent de vous suivre de manière générale. Pareil, les apports, parlons-en. Évidemment, si vous avez 30 000 euros d'apport à mettre dans un projet immobilier et qu'on reprend exactement le même exemple que j'ai fait tout à l'heure, donc 100 000 euros à 1% ou 70 000 euros à 5%, évidemment, vous pouvez vous dire, mais au final, j'ai la même mensualité. Oui, mais non, sachez que le marché a baissé structurellement, qu'on parle d'investissement locatif, qu'on parle de rente, et que par conséquent, ces 30 000 euros d'apport, il faut les apporter sur un montant qui vaut 70 000, pas sur un montant qui vaut 100 000. Donc, les négociations vont être très importantes pour tout ce qui va attraire vraiment à l'investissement immobilier dans le futur. Il faut vraiment comprendre ça, que pour les bons investisseurs, ce qu'on va aller chercher, évidemment, c'est un oui de la banque, c'est un oui du vendeur, mais pas dans n'importe quelle condition. Et entre le DPE et la fiscalité qui augmente, mécaniquement, on va avoir une baisse aussi des prix de l'immobilier, je ne sais pas quand, mais ça va forcément et mathématiquement arriver à un moment donné. D'autant plus que pour les investisseurs, on va avoir des rendements qui sont beaucoup plus bas d'un point de vue structurel parce que les charges augmentent, qu'elles soient fiscales ou conjoncturelles. Et par conséquent, l'un des plus gros leviers à utiliser, ça va bel et bien être la négociation. Évidemment, pour faire une bonne négociation, il faut aussi être en primeur, en premier sur les opérations, auquel cas c'est vraiment le réseau qu'il va falloir développer. Évidemment, développer un réseau immobilier, c'est aussi passer par des agences. Attention, les agences ont beaucoup de difficultés, elles aussi, en ce moment. Donc, ne perdez pas de temps avec des agents qui vont potentiellement fermer leurs portes d'ici quelques mois ou d'ici quelques années. J'espère que cette vidéo sur le marché de rente vous a plu. J'espère que vous avez mis un petit peu à comprendre toutes les menaces qui pèsent sur l'immobilier de manière générale et surtout sur l'immobilier de rente, l'immobilier de cash flow, parce que effectivement les années qui sont en train d'arriver vont être beaucoup plus compliquées que les années qu'on a connues il y a de ça quelques temps. Mais honnêtement, pour ceux qui ne font pas d'erreurs structurelles, pour ceux qui sont relativement formés et qui font pas n'importe quoi, en général, il n'y a pas spécialement de problème. C'est plutôt des époques que beaucoup d'investisseurs, on va dire chevronnés, adorent, parce que là, on va avoir des très belles opportunités qui vont arriver. C'est tout ce que je voulais dire. Je vous dis à vendredi pour la vidéo sur l'anecdote en immobilier. Ciao, ciao, ciao!